Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec le docteur Martin Blachier, médecin de santé publique et auteur de Méga Gâchis, histoire secrète de la pandémie aux éditions du CERF. Bonjour Martin Blachier. Bonjour. Alors Martin Blachier, je suis très content de vous accueillir ici. D'ailleurs, c'est une première, c'est pas une première à la télévision, à la radio, parce que maintenant, on ne fait plus le 15, on l'appelle Blachier tout de suite. Et après, c'est fini, ça c'était le monde ancien. D'abord, Martin Blachier, vous êtes médecin, vous êtes épidémiologiste, on va dire ça, et modélisateur. On va beaucoup parler de ça parce que dans votre livre, vous en parlez, c'est bien, parce que on entend le mot modélisation et puis pas grand monde sait, enfin de l'extérieur, c'est ce que c'est. D'abord, je voudrais vous poser une question que je pose, je peux vous dire à tous les médecins que je reçois. Êtes-vous en conflit d'intérêts ou pas dans ce que vous faites? Sur ce sujet-là, pas du tout. Pas du tout. Oui, non, mais vous avez une boîte Public Health Expertise. Alors, elle fait quoi exactement? Ce sont des conseils en modélisation, votre entreprise? Il y a beaucoup de modélisation. On est une des sociétés connues en Europe pour ça. Des modèles de simulation dont on va sans doute reparler. Et elle répond à toutes les demandes qui lui sont faites, aussi bien du monde privé que du monde public. Et dans le monde privé, il y a effectivement donc des mutuelles, des industriels, parfois ça peut être, mais très très rarement, des groupements d'établissements de santé, des choses comme ça. D'accord. Mais sur la pandémie, vous n'êtes pas, enfin, c'est pas lié, disons, à... Non, parce que vous savez, la pandémie c'est relativement récent. Et donc nos activités étaient liées à des choses plus conventionnelles en médecine. Alors justement, je voudrais qu'on parle de la modélisation. Parce que, et justement vous en parlez, et on a beaucoup entendu des choses, surtout au début. C'est quoi une modélisation? Comment peut-on l'expliquer aux auditeurs? C'est quoi une modélisation, c'est une super calculette, une super calculatrice. Donc en fait, ce sont des maths, des équations mathématiques qui essayent de décrire un phénomène, notamment la façon dont un virus va se balader dans une population. Et comme le virus se promène en fonction des interactions qu'on a les uns avec les autres, vous imaginez la complexité que c'est de modéliser la façon dont le virus va plus ou moins vite diffuser, où, quelle classe d'âge, quel type de personnes, selon quelle réunion, quels événements. Donc c'est en ça que ça consistait essentiellement la modélisation de la Covid-19. D'accord. Alors justement, il y a eu beaucoup de choses là-dessus, et notamment quand même, on peut pas ne pas le citer, le célèbre Ferguson, qui est arrivé quand même au départ. Vous en parlez dans votre livre justement, vous séparez, mais il y a eu quand même cet fameux Imperial College of London, et ils sont arrivés quand même, on s'en rappelle tous parce qu'on l'a entendu, qu'il y aurait 500 000 morts ou des millions et des millions de morts. Enfin même en France, les gens ont pris panique, et Ferguson était connu aussi pour avoir... Je le dis pour ceux qui ne savent pas, démoli presque la moitié du cheptel de bovins. Exactement. Il faut s'en rappeler. En prédisant aussi des millions de morts avec la vache folle. Absolument. Exactement, avec la vache folle et tout ça. Alors, effectivement, alors on peut dire oui, mais alors les modélisateurs, alors vous racontez, voilà, vous partez de certaines données, vous faites votre truc, mais qu'est-ce qui fait que là, par exemple, et vous le dites dans votre livre, nous on n'a pas du tout travaillé de cette façon. Expliquez. En fait, vous avez différents modèles mathématiques qui peuvent avoir différentes structures. Et mon associé, qui est Henri Leleu, dont je parle beaucoup dans le livre, qui est le grand modélisateur de la société, a lui opté pour un modèle un peu plus moderne, un peu plus high-tech que les autres, que Ferguson et que son élève d'ailleurs, Simon Kochmes, parce qu'il a été formé par Ferguson effectivement à Londres. C'est-à-dire que nous, on a voulu vraiment modéliser la façon dont les gens interagissaient les uns avec les autres. Donc c'est ce qu'on appelle de la micro-simulation, c'est-à-dire c'est un peu comme la micro et la macroéconomie, si vous voulez. Nous, on est allé dans le micro, on a essayé vraiment de comprendre avec un modèle complexe qu'on a fait en très peu de temps, en économisant nos heures de sommeil, la façon dont les gens vont interagir les uns avec les autres dans les différentes circonstances. Donc, alors que Ferguson ce n'était pas... Alors que Ferguson, lui, a opté sur un type de modèle beaucoup plus ancien, ce sont dit des modèles à compartiments, et qui sont essentiellement fondés sur ce fameux R dont on parle tout le temps, c'est-à-dire en gros la vitesse de propagation moyenne du virus dans la population, qui sont mis dans des fonctions exponentielles. Mais le problème, c'est que ce R, c'est une moyenne, et que on prend pas en compte sa dispersion, c'est-à-dire qu'on prend pas en compte que finalement
ce virus ne se promène pas de la même façon selon les types d'interactions qu'on peut avoir. Donc c'est quelque chose de très moyen. Et surtout, c'est des modèles qui n'ont aucune capacité de prédire ce que les mesures auront sur la diffusion de l'épidémie. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très moyen. Donc ils font des hypothèses. On va prendre un exemple très simple. Ils vont dire, si on ferme les restaurants, on va éviter peut-être 10% des contaminations, ou 15%, ou 20%. Mais ils n'en ont aucune idée. Et donc ils font des calculs comme ça dans un autre modèle pour essayer de prédire ça, mais ils peuvent se tromper. Alors ils se trompent de moins en moins parce qu'effectivement, au fur et à mesure, on a mis des mesures, on a vu l'impact que ça avait sur ce R, et donc du coup, ils pouvaient mettre à jour leur modèle. Mais au tout début, ils n'en avaient aucune idée. C'est pour ça que toutes les modélisations qui fonctionnent sur des modèles à compartiments du départ ont été faux. Ça a été montré. Aussi pour une autre raison que j'explique assez bien dans le livre, c'est que dans les modèles anglais et dans les modèles de l'Institut Pasteur au début, ils faisaient une hypothèse très forte, qui est évidemment fausse, c'est que pendant la vague épidémique, les gens ne changent pas de comportement. Alors qu'ils changent. Alors qu'ils changent. C'est-à-dire que vous imaginez une vague épidémique qui déferle sur une population, vous avez la moitié des gens autour de vous qui sont malades, non seulement ces gens malades continuent d'aller dans les restaurants alors qu'ils sont malades, et vous ne changez absolument pas vos comportements. On prend les gens pour des moutons qui ne voient rien. Alors c'est une hypothèse qui est ultra simplificatrice et qui fait effectivement que toutes les premières estimations étaient largement surestimées. On va reparler de tout cela après les informations. À tout de suite. Et vous nous appelez pour poser vos questions au docteur Blachier à partir de 13h30 au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Martin Blachier aussi, mais lui, il le transmet, ses états, et ses états modélisateurs notamment. Mais vous avez d'ailleurs, vous dites très franchement, ah oui, une chose, je voudrais commencer par ça, vous dites vous-même, vous divisez, je suis un médecin sans patient depuis plus de 15 ans. Et les âmes chagrines vont vous dire, mais alors comment il s'occupe de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un médecin qui ne voit pas de malade? Et effectivement, je dis ça simplement parce que vous êtes mis dans autre chose et vous le dites très très franchement. Vous dites voilà, moi c'est ce qui m'intéressait, c'était la recherche, c'était effectivement, je dirais, les calculs, les modélisations et la recherche en général, enfin dans ces domaines-là. Et vous dites cet exercice monotone, répétitif, presque ennuyeux. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu, alors au-delà, je voudrais avoir votre sentiment justement, Martin Blachier, on a beaucoup dit que dans cette crise du Covid, dans cette gestion du Covid, les médecins ont été écartés de manière excessive. Vous en pensez quoi? Oh non, pas du tout. Je pense que les médecins ont été omniprésents et qu'ils ont au contraire exercé un pouvoir extrêmement puissant qu'ils exercent depuis toujours. Moi, je pense que la santé, c'est le seul domaine de la société où la profession médicale a réussi à totalement l'enquister. C'est-à-dire que personne n'ose mettre un pied dans le monde médical, ça appartient aux médecins. Or, c'est de la folie. La santé, c'est 14% de l'emploi en France, c'est 13% du PIB, c'est notre vie à tous. Évidemment que ça ne peut pas être confié qu'aux seuls médecins. Et je crois qu'il est grand temps, et j'aimerais que ce soit une leçon de la pandémie, que la société remette un pied dans la santé, dans la médecine, et dise elle appartient à tout le monde, elle n'appartient pas qu'aux médecins. Et ça, c'est un grand changement. C'est un grand changement parce que ça fait 40 ans que les médecins font la pluie et le beau temps, et systématiquement, quand vous essayez d'en discuter, ne serait-ce que de demander quelques comptes, on vous répond mais c'est de la médecine, c'est bien trop important pour que vous en parliez, ou alors un argument plutôt de l'ordre de l'émotion, vous ne vous rendez pas compte, il s'agit de vie ou de mort. Et c'est ce qui s'est passé là, c'est-à-dire qu'on a perdu cette rationalité dans la gestion de la crise, parce que c'est du domaine médical, parce que ça touche aux vivants, parce qu'il y a cette notion de vie ou de mort, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à prendre le pouvoir sur la société française. Moi, j'estime à peu près jusqu'à janvier 2021. Et après, ils ont eu de moins en moins de pouvoir. Et c'est le politique qui a repris la main. Alors, attendez, c'est intéressant, parce que là, vous allez vraiment à contre-courant de toute opinion, mais c'est intéressant. Par exemple, vous entendez beaucoup ce discours, et de la part de médecins, et là, c'est pas une question de... C'est pas sur les protocoles, les traitements et tout ça, en disant le problème, c'est que avec l'ARS et compagnie, l'administratif a pris le pouvoir, et que pendant le Covid, heureusement, les médecins ont pu enfin s'échapper de cette tutelle administrative. Vous ne trouvez pas qu'il y a une bureaucratie, 30% d'administratif dans les hôpitaux? Non, mais il y a de la bureaucratie
bureaucratie partout, et dans les hôpitaux comme partout ailleurs. Et c'est sûr que c'est contraignant, mais il y a de la bureaucratie dans les grandes entreprises aussi. Le monde d'aujourd'hui est un monde de procédures. C'est un monde de process. Mais trop ou pas assez, en fait, c'est l'histoire. Je veux dire, on ne va pas débarrasser le monde des procédures. Et du fonctionnement standardisé. Moi, je travaille avec énormément d'Américains, par exemple. Les Américains, c'est l'économie la plus performante au monde. Tout est process aux États-Unis. Donc, c'est ridicule de dire on va supprimer tous les process. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, on va faire un chèque en blanc au monde médical et on va dire vous faites ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. C'est ça l'anti-bureaucratisation. Donc il faut bien se rendre compte que derrière cet argument anti-bureaucratique, il y a la notion d'avoir un chèque en blanc et de faire exactement ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'en France, on est un pays où les Français veulent consommer énormément de soins. C'est 100% gratuit et tous les effecteurs de soins sont payés à l'activité, que ce soit dans le monde libéral ou que ce soit à l'hôpital. Donc ça ne peut conduire qu'à une méga inflation de la consommation de soins. En France, on est le pays de l'OCDE où vous avez le plus de propension à consulter un médecin. C'est-à-dire que vous prenez n'importe qui dans l'OCDE. Comme c'est gratuit, ils disent exactement, qui a un problème de santé, il va mettre beaucoup plus de temps avant d'aller consulter un médecin qu'un Français. Donc cette idée, et les livres qui sortent en ce moment en disant chef-d'œuvre en PS, ce genre de choses, c'est des gens qui courent vers quelque chose qui ne pourra pas arriver. Donc soit ils vont mettre le système de santé en banqueroute et du coup il sera privatisé, ou alors le système de santé va être capable de se rationaliser, de faire en sorte que les 50% de gens qui consomment du soin et qui n'en ont pas besoin puissent avoir une autre solution qui leur soit offerte que de consulter un médecin. Donc moi, c'est ça qui me fait peur en fait aujourd'hui. C'est que l'émotion du Covid nous fasse revenir en arrière sur quelque chose qu'on avait déjà corrigé avant. Parce que le chèque en blanc aux médecins, ce ne sera jamais une bonne solution pour gérer un système de santé. Non, alors justement, non, mais on est au cœur d'une discussion de fond, effectivement, Martin Blachier. Mais vous pensez que les autorités régionales de santé, c'est la solution ? Je pense que de toute façon, un système de santé doit être organisé. Vous pouvez pas, c'est essentiellement de la logistique, la santé. En plus, demain, l'expertise et la décision médicale, ça va être de plus en plus standardisé et automatisé par des algorithmes, par de l'intelligence artificielle sur l'imagerie ou sur l'anatomopathologie. Donc, ce qu'il va falloir, c'est organiser des filières. C'est-à-dire faire en sorte que je suis malade et au lieu d'être dans une errance totale où je vais consulter un médecin puis l'autre et je sais pas quoi faire et je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, je suis complètement perdu, personne ne m'appelle, c'est de faire en sorte que vous êtes pris en charge de A à Z sur toute votre filière et essentiellement en dehors de l'hôpital. Parce que c'est très mauvais d'être à l'hôpital, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il vaut mieux être à domicile, et c'est vrai aussi pour les maisons de retraite. Et donc c'est ça l'avenir du système de santé, et c'est là-dessus que tous les systèmes de santé du monde évoluent. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il y a une part de voix dans l'opinion aujourd'hui? C'est l'hôpital, donc on met l'argent dans l'hôpital, on sort de cette logique de parcours, et on va encore une fois donner un chèque en blanc aux médecins, qui vont l'utiliser n'importe comment, parce que c'est ce qu'ils font, et on le savait. Donc, le fait que les ARS fassent mal l'organisation, c'est une chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut ne plus faire d'organisation. Or, aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. Non, on ne dit pas qu'il y a le process, que chacun fasse ce qu'il veut, mais enfin, les médecins, c'est quand même, ils devraient, s'ils sont des médecins compétents, devraient être quand même au cœur du système, en ce sens qu'ils connaissent leurs malades. Vous savez, moi, sans jouer à old school, c'est quand même pas mal d'avoir des gens qui connaissent, des patients que l'on connaît, etc. quand même. Ça joue, ça. Il n'y a pas que les plans, il n'y a pas que le tableau Excel qui peut... Ça se discute. Je vais faire une analogie, par exemple. Prenons un système comme Amazon. Celui qui a révolutionné la distribution de livres, c'est quelqu'un qui était un ingénieur et qui connaissait les process de distribution. On n'a pas demandé aux auteurs de savoir comment on allait distribuer les livres. C'est un peu la même chose. Je n'ai aucune confiance dans quelqu'un comme le docteur Vargon, qui est urgentiste, pour faire des circuits logistiques pour des patients, pour des maladies chroniques. Il ne sait pas faire. Je n'ai aucune confiance dans des gens qui n'ont fait que de la médecine pour savoir manager des équipes. La preuve, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Les managements à l'hôpital, c'est catastrophique. C'est le management des années 50. C'est-à-dire un chef tout-puissant qui peut faire ce qu'il veut, notamment avec les jeunes femmes qui sont internes ou externes dans son service. Et c'est ça la réalité. Donc au lieu d'écouter ces gens-là qui vont vous jouer sur la corde sensible parce qu'on est en post-Covid et dire qu'il faut leur donner les clés du camion, moi je dis attention, ça ne va pas marcher. Quand c'est de la logistique, il faut que ce soit des gens qui soient spécialisés de la logistique. Quand c'est de la décision médicale, il faut que ce soit de la décision médicale. Mais on ne peut pas donner à quelques médecins mandarins
très connu dans le système, très politique, parce que c'est pas le cas de tous les médecins universitaires. Bien sûr. La gestion du système de santé, parce que quand on l'a fait, ça a très mal marché, et je pense pas que ça marchera mieux la prochaine fois. Mais alors justement, de ce point de vue-là, vous parlez beaucoup du conseil scientifique, avec pas beaucoup de tendresse, Martin Blachier. Pourquoi ? Parce qu'on se demande, voilà, ce conseil scientifique est arrivé, comment il a été choisi, qui l'a choisi, vous en parlez, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'à un moment dans la vie d'une société, vous confiez à un infectiologue à la retraite, qui a eu essentiellement comme rôle dans sa vie de s'occuper du sida et d'Ebola en Afrique, de prendre la décision d'enfermer tous les gens chez eux sans leur autoriser de sortir, en leur faisant signer une attestation s'ils doivent sortir de chez eux. Est-ce qu'un infectiologue a la capacité d'analyse pour prendre cette décision ? Moi, je pense que non. Je pense que non, je pense qu'il est largement au-delà de son domaine de compétences, et je pense que le scope de l'analyse, il est beaucoup plus large que de savoir des petites notions d'infectiologie. En plus, il y a eu un grand nombre d'erreurs, ne serait-ce que sur l'évaluation du phénomène infectieux, mais je ne parle même pas du phénomène sociétal. Donc on a été chercher la mauvaise expertise pour prendre une décision bien trop grave. Ce qui conduit d'ailleurs certains universitaires américains, notamment de Johns Hopkins, de dire qu'on n'aurait pas dû faire ces confinements aussi stricts. Et d'ailleurs, le confinement en France a été un des confinements les plus stricts du monde. Il n'y a aucun autre pays que la France où vous aviez besoin d'une attestation pour sortir à plus de 500 mètres ou 1 kilomètre de chez vous en extérieur. Ça, je veux dire que sachant que les experts du conseil scientifique étaient des experts du sida. Et là, on était sur une maladie respiratoire à transmission aérosol. C'est ce qui explique que, d'ailleurs, on a dit aux gens que la première mesure, c'était de se laver les mains pour se protéger contre un virus qui circule dans l'air. Voilà. Donc il y a tout un tas d'erreurs qui ont été faites parce qu'on n'a pas été chercher la bonne expertise, alors que cette expertise existe en France, parce qu'on a des gens qui sont très intelligents et très forts en France. Le problème, c'est le pas conseil. eux qu'on chercher. Ouais. Voilà, ils ont été chercher un médecin qui a des contacts et qui pensait que lui, parce qu'il a un très fort ego, était capable de gérer la situation. Est-ce qu'il l'a bien fait ou est-ce qu'il l'a mal fait ? Chacun est libre de juger. Et c'est Johnny Hallyday qui chantait Quelque chose en moi de Del Frécy. On se retrouve après une petite pause. Et pour tous ceux qui ont essayé de joindre le standard, on a eu un petit problème de technique, mais il est réglé, donc vous pouvez nous rappeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et c'est intéressant, Martin Blachier, parce que vous parlez aussi, vous savez, on a beaucoup brocardé les médecins de plateau, à juste titre quelquefois, il faut bien le dire, mais vous racontez dans votre livre quelque chose d'intéressant. Vous avez essayé de faire passer des notes quand vous avez travaillé avec Henri Leleu et votre boîte, votre entreprise, Public Expertise, vous faisiez passer des notes et apparemment silence assourdissant ou silence blanc. Et vous vous êtes dit peut-être que, voilà, à la suite d'une occasion, vous vous êtes dit, tiens, je vais parler dans les médias, et apparemment, ça a changé. Alors, c'est intéressant parce que d'habitude, on attaque toujours, on dit les médias abrutissants, etc., etc. Vous dites non, on peut arriver à faire passer des choses. Je le dis à tous les experts qui pensent qu'ils ont quelque chose à apporter à la société et qui veulent faire passer des messages, ne cherchez pas à faire des notes, ça ne sert à rien. Vous aurez deux ennemis, vous aurez déjà les politiques qui ne bougent pas tant que ce n'est pas public, et vous avez les experts publics qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues parce que vous allez contre leur propre business, contre leur projet, leur avis. Si en plus vous êtes un peu en avance sur eux, alors pour eux c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs comme ça que devraient agir, et certains le font, sur le climat. C'est-à-dire que les climatologues qui sont anxieux de l'avenir et qui pensent qu'il faut faire transmettre des messages, ça ne sert à rien de les transmettre au pouvoir public, il faut les transmettre au grand public, et c'est comme ça qu'on peut avoir une influence, et que derrière, les politiques vont récupérer la thématique. Moi, j'ai joué le jeu de faire passer, plus j'avais des relais, toutes mes notes, toutes mes analyses. J'ai même proposé de participer à établir les modèles gratuitement avec les unités qui étaient en charge. Donc j'ai écrit au ministère, j'ai demandé qui est en charge de faire les modèles. On m'a donné les noms, on m'a donné Colisa et Cochemez. J'ai écrit aux deux, zéro réponse. J'ai relancé les deux, zéro réponse. Il y a même quelqu'un au ministère qui m'a dit on va faire une réunion pour vous mettre ensemble. Probablement qu'ils n'ont pas accepté de faire cette réunion. Je me suis dit ça suffit. J'ai un modèle, ils n'en ont pas. Je vais aller dans les médias pour dire quels sont nos résultats. Oui, mais alors, est-ce qu'il y a, je vais jouer non pas l'avocat du diable, hein. Les médias aussi, on est tout à fait dedans. Mais il y a aussi, surtout dans ces domaines aussi délicats, les médias, ça peut être aussi la dictature de l'émotion. C'est-à-dire qu'au fond, faire passer l'information, oui,
Mais utiliser l'émotion, c'est quand même très dangereux, non? Non, je crois pas. J'ai eu déjà cette discussion avec Pascal Praud, et qui me dit toujours quelque chose que je suis d'accord avec lui. Il me dit les gens veulent du fond. Et je pense que les gens veulent vraiment du fond. Et moi, je n'ai jamais joué sur l'émotion. Je suis pas un grand émotif. Et d'ailleurs, j'ai été rappelé. Et les gens écoutaient ce que je dis. Et si j'en suis les premières ventes du livre, les gens, ça les intéresse. Donc, je ne pense pas. Je pense que l'émotion, c'est ce qu'on prend qu'on n'a rien d'autre. C'est-à-dire qu'on prend l'émotion qui vient, et de temps en temps, il y a quelqu'un qui sort. C'est la facilité. Exactement, c'est la facilité, c'est par défaut. Mais quand il y a quelqu'un qui sort et qui a quelque chose à dire, hop, l'émotion s'éteint, on enlève le bruit et on écoute ce que la personne a à dire. Le problème, c'est que des gens qui ont du fond et qui se donnent le mal d'aller sur les plateaux télé, il n'y en a pas beaucoup. Soit c'est des gens qui n'ont pas le profil, parce que ce sont plutôt des introvertis ou des gens qui sont aussi muselés par leur tutelle, qui n'y vont pas. Et donc ça laisse la place à l'émotion, et donc c'est le robinet d'émotions continuelles qu'on a sur tous les sujets. C'est ça, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de battleurs, quoi, je veux dire, au mauvais sens du terme. Mais pour revenir à cela, dans votre livre, vous arrivez à demander la vaccination, et je vous ai entendu à plusieurs reprises, vous êtes des partisans tout à fait, dès que c'est arrivé, des vaccins. Et dans votre livre, j'ai remarqué, mais on va continuer à en parler, bien sûr, Martin Blachier, maintenant il y a le recul. Alors effectivement, les vaccins, moi j'en parle, je ne suis pas anti-vax, je me suis fait vacciner, donc j'ai aucun problème de principe. Mais il y a deux choses, moi, qui m'ont assez interpellé, je ne suis pas le seul, loin de là, c'est que on a essayé vraiment de ne pas parler, on ne peut plus ne pas en parler des effets secondaires ou des effets indésirables. Et puis, j'aimerais avoir votre avis, vous n'en parlez pas dans votre livre, sur ces soignants suspendus parce qu'ils n'ont pas, pour leur raison, accepté de se faire vacciner, alors que la vaccination n'était pas obligatoire. Et vous savez, quand on est suspendu, sans paye, sans rien, c'est pas pour faire de l'émotion, mais quand même, il y a des gens qui sont dans une situation terrible. J'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, je n'ai jamais soutenu cette mesure. J'ai toujours dit dès le début qu'elle était inutile sur un plan épidémiologique, tout simplement parce qu'on avait les données sur le fait que le vaccin limite assez peu la contamination, et ça vient d'être vérifié par des toutes dernières études qui viennent de sortir. Et transmet aussi, notamment sur la 4e dose, qui réduit quasiment pas la transmission du virus chez les jeunes. Ils ont essayé en Israël. Ensuite, j'ai toujours dit que ce qu'il fallait, c'était protéger les gens à risque. Donc effectivement, les gens qui sont hospitalisés, plus que les soignants. Après, il s'avère qu'il y a certaines personnes hospitalisées chez qui les vaccins ne fonctionnent pas. Donc on les oblige à porter le masque, oui, et le masque est beaucoup plus efficace que la vaccination contre la transmission. Donc je n'ai jamais soutenu cette mesure. Je pense qu'il faudrait l'arrêter, c'est-à-dire qu'il faudrait réhabiliter... réintégrer les médecins qui se sont fait sortir pour ça. Il faut réconcilier le monde soignant, c'est une fracture inutile. Et je pense que si on avait voulu faire l'obligation vaccinale, j'ai toujours dit, il aurait fallu la faire sur la population fragile et pas sur les soignants. d'un certain âge, etc. Exactement, mais ça a été un positionnement du ministre de la Santé qui a suivi, il n'a fait que suivre, évidemment, Olivier Véran, le monde médical, qui en a fait un espèce de cheval de bataille, notamment le monde de l'hôpital public, et donc c'est passé comme ça, sans qu'il y ait aucune réflexion. Il n'y a pas un seul modèle qui justifie, ou aucune donnée scientifique qui justifie l'obligation vaccinale des soignants. C'est un principe qui est sorti par notamment le professeur Grimaldi, qui faisait des grandes tribunes dans les journaux, sur de l'émotion encore. Le problème, c'est que personne n'est arrivé avec des données là-dessus, et donc c'est l'émotion qui a gagné. C'est ça qui a transmis et qui est arrivé à cette... C'est ça qui est arrivé à cette conclusion. Je suis même pas sûr que le gouvernement y tenait particulièrement. Il a cédé, et puis après c'est devenu un cheval de bataille d'Olivier Véran. Et d'ailleurs, vous voyez que quand et le président de la République et les experts sont sollicités sur ce sujet, notamment Karine Lacombe qui a été interrogée sur LCP il y a pas longtemps, ils n'ont rien à dire. Ouais, ils disent quand vous êtes soignant, vous devez protéger les autres, donc c'est normal. Voilà, donc il n'y a pas de rationnel. Donc après, les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent de ces arguments-là. Oui, sauf que quand ils sont décideurs, c'est un peu embêtant, quoi. Mais ce que vous soulignez, c'est vrai. Il y a un manque de rationnel. Vous savez, André Berkoff, il n'y a pas de décideur absolu. C'est ce que j'ai compris dans cette crise. Il n'y a pas de décideur absolu. Donc le décideur synthétise
la tension qu'il y a dans la société. Et s'il y avait eu une société qui était en total désaccord avec cette mesure ne serait pas encore là. Donc c'est vrai sur tous les sujets. C'est vrai, mais la société ne s'exprime pas très souvent, vous savez, une passivité, la servitude volontaire, et surtout, n'oubliez pas Orwell, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Et non, il y a des décideurs quand même, ça existe, qui peuvent, si vous voulez, pas braver, mais ils comptent sur la passivité des gens. Mais je pense que les gens s'en foutent. Je pense que les gens s'en foutent du fait qu'il y ait des soignants qui aient été écartés de leur métier, qui n'aient plus un euro pour vivre, pour nourrir eux et leurs enfants. Ils s'en foutent, voilà. Oui, sauf quand ça leur arrive à eux, ils s'en foutent. Ah bah oui, ça c'est sûr. Martin Blachier, on se retrouve juste après cette pause et avec les auditeurs de Sud Radio. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et Martin Blachier reste avec nous jusqu'à 14h et vous nous appelez au 0826 300 300 et nous sommes avec Nicole qui nous appelle du Bourget. Bonjour Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour à toute l'équipe. Et bonjour Monsieur Blachier. Bonjour. Oui, c'est parce que, bon, comme tous les gens un petit peu de mon âge, 62 ans, bon, on aimerait un petit bilan. Quand est-ce qu'il y aura un recueil qui reprend un peu tout parce qu'il y a des gens qui ont fait, avant qu'on en soit là et 2 ans après, déjà un recueil d'avance. Genre, à Davos, là, comment il s'appelle, le Great Reset, qui disait de toute façon, là, on ne reviendra jamais à la normale. Ah oui, vous parlez de Klaus Schwab, le grand, oui. Ah oui, voilà, c'est ça. La grande réinitialisation. Voilà, Ouais. celui qui s'appelle Mein Kampf, là. Et ben, pourquoi lui savait qu'on ne reviendrait jamais à la normale d'avance? Et pourquoi on nous disait, même Macron, on ne reviendra pas à la normale d'avance, il le disait, pourquoi on fait un vaccin? Et pourquoi il y avait par exemple des médecins comme, comment il s'appelle, Christian Velot, là, sur Krigan, qui disait il ne faut pas se précipiter, on va faire des vaccins, Pasteur, tout ça, parce que là, c'est trop dangereux de faire un rétrovirus à partir du sida pour percer la cellule du noyau, pour pouvoir servir de transporteur à la protéine de Spike. C'est trop dangereux parce que le rétrovirus, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit, il y a un adjuvant qui le renforce. Mais si on renforce le sida, le problème, qu'est-ce qui se passe après dans l'organisme? Après le sida, le problème du sida, c'est qu'il n'y a pas de saison, et là on voit bien que le virus n'a pas de saison, et il n'y a plus d'immunité, et on n'arrête pas de nous dire il n'y a plus d'immunité, vous n'avez plus d'immunité. Nicole. Oui, non, je comprends. On va essayer de rassembler un peu tout ça. Martin Blachier, immunité, effectivement, sida, virus, vous voyez, ça s'entrechoque. Hein. Non, mais je pense que c'est intéressant d'avoir cette question parce qu'elle résume une pensée qui existe et il y a beaucoup de gens qui me tiennent effectivement ce discours-là. Est-ce qu'il y a un risque, par exemple, que l'ARN soit transformé en ADN par une enzyme, effectivement, que peuvent avoir certaines personnes? Ça a été décrit dans un cas, effectivement, dans la littérature, donc ça fait énormément de bruit, et s'intègre dans notre ADN. Je pense que ce risque-là, il est nul. Ça a été vu une fois, et après, il faut que l'ADN s'intègre dans l'ADN humain, et quel impact ça aurait. Je pense que d'avoir peur de ça, c'est pas une peur qui est rationnelle. Moi, je suis pour la rationalité. Donc, il n'y aura pas de risque que la protéine Spike se mette à venir dans l'ADN de vos cellules. On est sûr, vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr à 100%. Voilà. Donc, j'ai pas de doute là-dessus. Et après, on croit ou on ne croit pas. Mais si vous analysez les données, voilà. Après, l'autre notion, c'est est-ce que tout ça a été fait pour nous contrôler? Le contrôle social, sociétal à la chinoise, voilà le champ lexical qu'on entend souvent. Je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde parce que c'est pas le mindset, l'état d'esprit du gouvernement actuel. Je ne crois pas que le pass vaccinal soit conservé pour être étendu à la population à d'autres sujets. Je pense que, vous savez, c'est toujours pareil. Quand il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est ce que je dis dans le livre à un moment sur le conspirationnisme. Il y a 2 solutions. Soit les gens sont incompétents, soit les gens sont malveillants. Et ben, je peux vous garantir que dans cette crise, il y a eu beaucoup plus d'incompétence que de malveillance. Et le Covid a emmerdé l'exécutif comme il nous a tous emmerdés. Ils n'ont pas été forcément toujours très bons, c'est ce que j'explique dans le livre. Mais je ne crois pas que le Covid
ait été une porte d'entrée vers un dessein. Voilà. Je pense que c'est surestimer la capacité de prédiction, de vision des gens qui gouvernent en ce moment. Oui, alors, j'apporterai un bémol quand même, Martin Blachier, à ce que vous dites. Évidemment, non, parce qu'il y a aussi l'autre côté, dès que vous dites qu'il y a un plan de rationalisation du monde, on dit conspirationniste. Moi, je ne crois pas du tout à l'existence d'un cabinet secret mondial où quelques oligarques ou milliardaires ou autres scientifiques sont en train mais la tentation de la rationalisation, vous savez ce que le rationnel, très bien, mais la rationalisation, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même, et vous l'avez dit au moment du confinement, il y a un management par la peur. Il existe, et pas seulement en France. C'est-à-dire que tout pouvoir, ce n'est pas diabolique de dire ça, tout pouvoir a envie d'avoir des gens plutôt qu'ils ne les emmerdent pas trop. Vous savez, c'est le dissoudre le peuple de Bertolt Brecht, quoi. Allez, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, on sait ce qui est bon pour vous, alors ne nous embêtez pas trop. Il y a quand même ça. Mais dans ce cas-là, les gens sont complètement naïfs. C'est-à-dire que les gens ne savent pas que la manipulation existe, ne savent pas qu'on essaie de les influencer par les émotions, mais ça existait depuis toujours. J'ai l'impression que les gens... Alors peut-être que les gens étaient devenus trop bisounours et qui croyaient dans le fait que l'homme était devenu naturellement bon et que faire passer ses intérêts devant les intérêts des autres, c'est quelque chose qui avait disparu de l'espèce humaine. Voilà. Donc moi je pense que l'espèce humaine ne change pas, qu'elle a ses vices et que effectivement, notamment les corporations, plus que le politique d'ailleurs, évidemment les médecins parfois pour avoir du pouvoir, utilisent des mots que vous ne comprenez pas, jouent sur le fait que ça joue sur votre santé, ce qui vous terrorise, et donc du coup ils ont une assise sur vous. Voilà, ça existe, ça existait pendant la crise Covid, mais ça a toujours existé et ça existera toujours. Non, parce que ce qui est intéressant, vous dites les médecins, juste les politiques aussi, parce que les politiques auraient pu dès le départ, et il n'y a pas eu le confinement dans le monde entier, il y a eu des politiques, il y a eu des pays entiers qui ont refusé le confinement, donc ça a été une décision politique aussi, Martin Blachier. Non mais vous savez, la peur, elle a été transmise, mais elle est d'abord ressentie. Moi, je pense que l'exécutif français, et d'ailleurs, c'est une critique que je peux lui faire, ne contrôle pas si bien ses nerfs que ça. C'est-à-dire qu'on a une vision d'un exécutif aujourd'hui qui est extrêmement stoïque, mais je pense que c'est un exécutif qui a souvent peur. Et c'est une critique que j'ai faite à Olivier Véran, parce que ça transparaissait beaucoup. Il a eu beaucoup peur, et je pense qu'il a eu peur parce qu'il ne maîtrisait pas. Et quand vous êtes mis en situation de décision sur des choses aussi graves, et que on vous met la pression et que vous contrôlez pas tout et que vous avez des médecins qui vous disent des choses contradictoires, voilà, c'est que vous êtes trop petit pour le costume. Et donc, vous avez peur et vous transmettez cette peur aux autres. Mais c'est pas une volonté de faire peur pour contrôler. C'est plutôt, encore une fois, plus de l'incompétence que de la malveillance. Ouais, ce que vous dites, c'est que je leur accorde trop d'importance. Mais... Merci Nicole pour votre intervention. Nous sommes maintenant avec Bruno qui nous appelle de Limoges. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour à Augustin, à Sud Radio, et bonjour au docteur Martin Blachier. Bonjour. Voilà. Moi, je voulais savoir ce que pense monsieur Martin Blachier au niveau de 2 médecines qui sont interdites en France, apparemment interdites. La phagothérapie qui prend le relais des antibiotiques lorsque ces derniers ne fonctionnent plus, c'est la référence en Géorgie et en Russie. Ce sont les virus phages, il y a des bons virus, ça aussi, qui tuent les mauvaises bactéries. Et l'ozonothérapie, injection d'ozone dans le sang, il y a une vidéo sur YouTube, ozonothérapie Dr Schmidt, et c'est la référence à Cuba. Et l'ozonothérapie dans le sang est une médecine révolutionnaire. C'est sur un magazine Top Secret 99. Et ces 2 médecines peuvent guérir des maladies de fou et pour pas cher. Et rien qu'en rajoutant de l'ozone dans l'eau du robinet, il y a eu de très grands résultats en 2014 en Sierra Leone pour le virus d'Ebola et avec le docteur Rowan. Peut-être que dans peu de temps, il va falloir se pencher sur l'ozone et ses pouvoirs, car il y a le corona, mais il y a aussi d'autres virus qui nous attendent de portillon. Et depuis les années 90, les gamins ne sont plus vaccinés contre la variole. Imaginez si la variole réapparaît. Et pour moi, tous les virus sont planqués dans le sol ou dans les cadavres, et on n'est pas à l'abri de la peste bubonique. Donc l'ozone. Nous faites pas peur. Arrêtez de nous faire peur, Bruno. Je termine. Et peut-être que ces 2 médecines ne sont pas utilisées car elles ne sont peut-être pas chères et ultra efficaces. Et ça, bien sûr, il faut entretenir les lobbies pharmaceutiques. Imaginez les pharmacies, elles risqueraient de faire banqueroute ou frouillou. Alors c'est très intéressant, il y a plein de choses à dire. La première chose à dire, c'est que, je ne vais pas vous faire plaisir, c'est que moi je ne suis pas pour la liberté totale de prescription des médecins, parce que je connais le niveau moyen de certains médecins. Et si on les laisse faire absolument ce qu'ils veulent, c'est très dangereux. Aujourd'hui, je suis pour la médecine évaluée par les preuves. Et donc, si quelque chose est validé, il faut qu'il puisse être utilisé, et il doit être utilisé, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens en France qui n'aient pas la meilleure option thérapeutique.
Mais en revanche, je ne suis pas pour que chaque médecin fasse sa propre science, parce que dans ce cas-là, c'est du maraboutage, c'est du charlatanisme, et je suis contre. Et donc, si on n'a pas de preuve que ça marche, personne ne doit le recevoir, et je ne suis pas du tout en ligne avec tout cet argumentaire qui a été développé, laissez-nous prescrire, laissez-nous faire ce qu'on veut. Bah non, mais écoutez, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est pas parce qu'il y a un médecin, je ne sais pas où, à Paris ou ailleurs, qui va être convaincu que ça marche, qu'on va laisser ce médicament être utilisé. Tout à fait, mais Martin Blachier, vous savez, écoutez, on peut penser quand même que l'écrasante majorité des médecins ne prescrivent pas n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que vous surestimez beaucoup de monde, mais je pense que vous surestimez l'analyse scientifique de nombreux médecins qui ont fait leurs études il y a 30 ans, qui ne se tiennent pas à jour de la littérature scientifique et qui font parfois n'importe quoi. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les lobbies pharmaceutiques. Ça, c'est aussi très intéressant, notamment parce que dans mon livre, je décris un ami chercheur en France qui a cherché à développer une solution thérapeutique, qui a été portée par les Américains et les Allemands et qui n'a pas été portée en France. Et on en a parlé pendant 2 ans avec lui. Ce n'est pas parce que les laboratoires pharmaceutiques bloquent ce type de molécules qu'elles ne sont pas développées. La raison, c'est que développer une molécule, ça coûte une fortune et c'est extrêmement difficile. Les laboratoires pharmaceutiques, ce sont des machines de guerre. Donc ils sont capables de pousser des molécules extrêmement rapidement, de conduire les études, de mobiliser les médecins sur le terrain. Ils ont les moyens de le faire. C'est sûr que quand vous êtes un petit chercheur dans votre coin et que vous n'avez aucun moyen de rien faire, ça n'avance pas. Et peut-être que la molécule était bien, in fine. Et c'est sûr que les laboratoires vont pas pousser une molécule sur laquelle il ne peut pas y avoir de profit. Et ça, tout le monde le comprend. Il n'y a pas besoin d'être... c'est pas conspirationniste de dire, c'est normal. Quand vous êtes dans une perspective privée de la santé, vous le faites. Et voilà, ce n'est que la résultante de ce système-là. Donc il y a peut-être des choses, mais ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser des drogues, des médicaments qui n'ont pas été testés. Parce que si ça n'a pas été testé, vous ne pouvez pas les utiliser. Et malheureusement, c'est vrai qu'il y a certaines pistes de repositionnement notamment qui ne sont pas poussées par faute de moyens. Donc peut-être que ce qu'il faudrait, c'est que les moyens publics soient mis pour développer ces drogues de repositionnement. Le problème, c'est que la recherche publique, elle est totalement noyautée. Elle est noyautée par 3 experts en France qui sont ultra appuyés par les réseaux qu'ils ont. Donc, si vous êtes un médecin qui veut développer une molécule et que vous n'êtes pas dans ces réseaux publics, vos projets ne sont pas mis en avant. Et c'est des projets souvent pourris de ces médecins qui ont tous les pouvoirs et tous les réseaux qui sont développés. C'est ce qui fait que Reacting en France n'aboutit sur rien et que certaines pistes plus intéressantes auraient pu aboutir sur quelque chose et sont développées dans d'autres pays. Je sens qu'il va y avoir une petite manifestation de médecins là, en dehors de la radio qui va attendre Martin Blachier. Soyez pas belliqueux surtout. Non mais juste un mot. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette chose, Martin Blachier, juste avant qu'on et vous me répondrez après la pause, est-ce qu'il n'y a pas aussi des molécules qui existent et qu'on n'utilise plus et dont on ne voit pas toutes les potentialités parce qu'elles coûtent pas cher au moment où elles ont été exploitées? Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Mais j'ai répondu à votre question. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas, même une drogue de repositionnement, c'est-à-dire quelque chose qui était utilisé dans une autre maladie et qui pourrait marcher effectivement dans telle ou telle maladie. Il faut bien que vous ayez les études dans la maladie en question. Bien sûr. Et le problème, c'est que ces études, on les a pas. On les a pas parce que le public n'est pas performant. Est-ce que les laboratoires ne les font pas parce que ça ne rapporte pas autant? Mais les laboratoires, c'est pas leur métier. C'est pas leur métier de développer des drogues de repositionnement. Leur métier, c'est de développer des nouveaux traitements. Donc eux, ils font ce qu'ils ont à faire, ils développent les nouveaux traitements. Ceux qui doivent développer les anciens traitements, c'est la recherche publique. La recherche publique est d'une qualité catastrophique, elle a été capable de rien. Donc si vous voulez critiquer quelqu'un sur le fait de mal avoir exploité ces drogues de repositionnement, critiquez la recherche publique. La recherche privée, c'est pas son sujet. Pourquoi on la critique là-dessus? On se retrouve dans un instant. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Martin Blachier. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Dans les faits, il n'y a plus de mesures barrières. Le virus recommence à circuler et visiblement l'objectif c'est de le laisser circuler. Donc je crois que vous êtes peut-être sans le savoir en ligne avec la stratégie gouvernementale et pour l'instant la vaccination elle est prévue pour la population la plus âgée. Et notamment le deuxième rappel, donc la 4e dose, il y a une demande d'AMM du laboratoire Pfizer uniquement chez les gens de plus de 65 ans. Parce que les données israéliennes sur la 4e dose chez les plus jeunes ne sont pas convaincantes.
Donc, il faut aussi que les gens soient en ligne avec ce qui se fait vraiment. Pour l'instant, la stratégie mondiale et française n'est pas d'étendre et de continuer à faire des rappels vaccinaux. Et ce n'est pas non plus d'empêcher le virus de circuler par des mesures contraignantes. Donc oui, on va laisser courir ce virus. Et oui aussi, des données scientifiques montrent que l'immunité naturelle, mais ça on le savait, est de meilleure qualité que l'immunité vaccinale, ce qui montre que les pays qui ont fait du zéro Covid sont dans une situation catastrophique aujourd'hui, puisqu'en fait ils n'ont aucune immunité naturelle. Et donc, c'est comme s'ils n'avaient fait aucun chemin, alors que nous, on a une bonne partie de la population, Zéro Covid, notamment c'est jeune. ceux qui ont vacciné à mort, etc. Non, c'est ceux qui ont, à chaque fois qu'il y avait 3 cas de Covid, confiné la zone entière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à Hong Kong et en Chine, il y a des confinements stricts qui sont encore mis en place, et ils confinent plus aujourd'hui qu'ils n'ont confiné en 2020. C'est une situation qui est folle, qui crée vraiment un monde occidental et un monde asiatique qui vivent dans 2 réalités qui n'ont rien à voir sur le plan du Covid. Et on va le voir sur le plan économique aussi. Et sur le plan économique aussi, oui. Et nous sommes maintenant avec Corinna qui nous appelle du Tarn. Bonjour Corinna. Bonjour Oui, Corinna. bonjour Monsieur Berkoff, Monsieur Blachier et à toute l'équipe. Je vous appelais juste pour dire, je vais peut-être me faire tuer, mais c'est pas grave. Mais allez-y. Ne Vive la sommes-nous liberté. pas, Oui. ne sommes-nous pas tout simplement trop dans le tout médical? Et n'avons-nous pas oublié que la mort faisait partie de la vie, que les plus faibles partent avant et que c'est la loi de la nature? Et que voilà, je crois que les politiques, il y en a qui ont découvert la Lune et là, il y en a qui ont découvert que la mort faisait partie de notre vie. Tout ce qui vient au monde meurt un jour ou l'autre. Certes. À quelques jours de la naissance, tout comme 100 ans après, on n'en sait rien et heureusement. Certes. Vous me rappelez mon grand-père, vous savez ce qu'il disait? Il disait « La vie est une maladie mortelle sexuellement transmissible ». C'est ce que ma tante dit aussi. Et ma grand-mère, elle nous disait, on n'élève pas les petits cochons à l'eau claire. Quand on éternuait, que ton bras devienne aussi gros que ta cuisse. Et d'autres que j'ai oubliés. Donc c'est la vie. Après, c'est malheureux pour ceux qui y passent. Mais on y passera tous. C'est vrai, Martin On Blachier. souhaite le plus tard possible en bonne santé, mais on y passera tous. Tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas ce côté où dire on veut surtout plus entendre parler d'une fin, etc. On est immortel, il y a ce côté, même si on sait que c'est pas ça. C'est très très intéressant et je pense que en fait la pandémie quelque part a été le tout premier signe de la prise en compte de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans des sociétés où on a une population très âgée et vulnérable qui est très importante. Et il va falloir qu'on apprenne à appréhender cette vulnérabilité. Et il va falloir aussi faire un équilibre entre gérer cette vulnérabilité et gérer aussi les gens qui ne sont pas vulnérables. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un seuil au-delà duquel la population vulnérable ne peut plus peser sur la population non vulnérable. Surtout quand cette population est très âgée. Et donc, je pense que ce poids, on ne se rend pas compte à quel point il est extrêmement important. C'est un débat qui a lieu en Allemagne, énormément, le vieillissement de la population. En France, on ne veut pas en parler. Mais je crois que si on ne prend pas ça en compte, on va aller dans le mur. Parce que le poids de la population vulnérable va devenir insoutenable pour la population la plus jeune. Et donc, il faut qu'on arrive à rationaliser ça. Mais comment faire? On revient à l'euthanasie, là. Non, pas du tout. Mais je pense que, notamment dans la crise du Covid, on aurait dû... Pour moi, c'est la principale erreur, c'est qu'on n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait 2 populations. Il y a une population qui était concernée par le Covid et il y a une population qui n'était pas du tout concernée. Et on n'a pas voulu voir ça, parce qu'on est dans une immaturité éthique et sociétale complète. Et donc, il faut qu'on arrive à réfléchir à ça. Et c'est le même sujet d'ailleurs pour la prise en compte de la dépendance, ce genre de choses. Vous imaginez, la structure de population de la France fait que le budget retraite, vulnérabilité, santé et dépendance va devenir colossal. Et donc il va falloir aussi qu'on apprenne à gérer ça si on veut continuer à faire autre chose que de juste gérer la vulnérabilité de notre société. Oui, mais gérer comment? Parce que le problème, c'est qu'à un moment donné, parce que, en fait, posons ça brutalement. Aujourd'hui, l'allongement de la vie, on le sait, les gens, 80, 85, 90 et plus si affinité. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, mais pour être brutal, on leur donne Rivotril dans les EHPAD, on fait quoi? C'est un vrai problème. Et comment ça doit être entretenu? Parce que le problème est posé. Vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'il y a 2 populations, mais est-ce que ce n'est pas en faisant, comme ils ont fait, en stoppant l'activité économique? Parce que si on n'avait pas eu tout ça, peut-être les jeunes auraient pu continuer à travailler, les jeunes, enfin les plus jeunes par rapport aux autres, et auraient pu empêcher cette espèce de... Je pense qu'il faut s'assurer que le système soit soutenable.
et ça rejoint la première chose, je pense que l'urgence pour le système de santé et la prise en charge de la dépendance, c'est de trouver des solutions qui soient soutenables. Ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'émotion. On dit qu'il faut toujours plus parce qu'il y a un sujet qui est la vulnérabilité. Mais le vrai sujet, c'est la soutenabilité de la gestion de la vulnérabilité dans notre pays. Et donc il y a des choses qui peuvent être faites. Moi je pense que par exemple sur le grand âge et la dépendance, il faudrait trouver des solutions qui soient même des solutions techniques. Il faudrait peut-être lancer des appels d'offres pour dire voilà, l'institutionnalisation systématique ce n'est pas possible, donc il faut qu'on trouve des alternatives. Et tous ensemble essayons de trouver une alternative. Et sur le système de santé, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il faut filtrer le recours aux soins. Et ce n'est pas en inondant le marché de médecins qu'on va régler le problème de la soutenabilité. Je pense qu'il vaut mieux mettre un filtre en disant soit vous avez vraiment besoin de consulter un médecin et vous y allez, et dans ce cas-là les médecins sont bien payés, soit vous n'en avez pas besoin et on trouve une autre solution qui est plus soutenable. Sinon c'est la course au volume. Et après, les coups de rabot pour faire rentrer ça dans un budget, ce qui fait qu'on surconsomme du soin, souvent inutile, avec des effecteurs qui sont mal payés. Alors justement, pour finir, on va arriver en boucle au tout début de votre argumentation, Martin Blachier. Vous disiez vous-même, quand on parlait du R, de la modélisation à partir de R, vous disiez, mais ce qu'on a oublié, et c'est important, les gens s'adaptent, les gens apprennent. Quand il y a une épidémie ou une pandémie, etc., on n'a pas tenu compte du fait que les gens eux-mêmes prennent des précautions. Est-ce que ça ne pourrait pas aller, je ne sais pas si ça entre dans les modélisations, la prévention? Est-ce que la prévention ne devrait pas jouer un rôle beaucoup plus grand qu'il ne joue aujourd'hui? La prévention, déjà, c'est pas du tout le boulot du médecin. Ceux qui font le plus mal des conseils en prévention, ce sont les médecins, qui sont déjà suroccupés. Donc déjà, il faut sortir toute la partie prévention de la médecine. On prend nous en charge, en fait, la population. Mais bien sûr, c'est où qu'elle est bien faite la prévention? C'est dans l'entreprise, c'est à l'école ou c'est à la télé. Sur les plateaux, les médecins, ils sont nuls, ça les intéresse pas, ils connaissent pas. En plus, ils ont un angle, une perspective qui est à l'inverse de parler de prévention. Eux, ils parlent de soins. C'est pas ce qu'on apprend. On n'apprend pas à faire de la prévention pendant les études de médecine. Donc, on dit qu'on n'a pas assez de médecins. Déjà, on leur enlève la prévention. Ce sera très bien. Et ensuite, la prévention, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans le grand âge, vous avez beau avoir fait autant de prévention que vous voulez, voilà, donc l'espèce de côté un peu twist qui est de dire non mais toute la santé on va la gérer par de la prévention, combien il y a de mortalité qui est évitable, vous pouvez faire toute la prévention que vous voulez, les gens continueront d'avoir des cancers, les gens continueront d'avoir des maladies cardiovasculaires, ne serait-ce que parce que l'organisme vieillit. Donc oui, la prévention, pas dans le milieu médical, mais en dehors, et soyons réalistes sur l'impact que ça aura sur le système de santé. Et alors, dernière question, d'abord, encore une fois, je recommande ce livre, vraiment, méga gâchis. Ils vont pas être contents, les politiques. Moi, je dirais semi-gâchis, mais vous allez toujours dans l'excès, Martin Blachier. C'est votre marque de fabrique, ça. Mais je voudrais terminer. Vous dites quelque chose, et c'est juste à la fin du livre. Je me rappelle, il y a une phrase, vous dites ceci, attendez, oui, alors, c'est vrai, vous avez votre portrait dans l'IB, dans le Canard enchaîné. Non. Ce que je veux dire, c'est que... Pas toujours flatteur. Oui, non, mais sympathique. Mais vous dites à la fin ceci, c'est l'institution, etc. Il faut faire autrement dans l'avenir, et vous dites, la science a démontré sa puissance, son inventivité, son génie en découvrant en un an ce qu'elle mettait il y a encore à 10 ans à venir un vaccin, non pas un mais des vaccins. Donc vous êtes optimiste, vous, sur l'avenir quand même, par rapport à ce qu'on a vécu? Je suis optimiste sur l'avenir, mais je pense qu'il faut se retrousser les manches et sortir du tout émotif. Mais il y a des solutions, mais il y a aussi des prises de conscience qu'il faut avoir. Et ce n'est pas toujours plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut surtout apprendre à faire autrement, parce que la réaction qui consiste à toujours donner plus, on l'a fait. Ça n'a pas fonctionné, donc je pense qu'il faut changer notre mode de pensée, et je pense que c'est la science qui nous sortira de ça, aussi bien pour le grand âge que pour la santé et que pour plein d'autres problématiques comme le climat par exemple. Voilà, et sortir du Dr Knock, tout homme bien portant est un malade qui s'ignore. Absolument. Et je rappelle le titre de votre livre Méga gâchis, histoire secrète de la pandémie aux éditions du Cerf. Il est déjà en librairie depuis une semaine tout juste, je crois. Et vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube et en podcast sur sudradio.fr. Et puis Brigitte, là, elle va rester sur le sujet de la santé. Lorsque le corps parle, pourquoi sommes-nous si sourds à l'écouter? À tout de suite.